Voici Clara. Clara est interne aux urgences. Elle a reçu ce matin Léa, 8 ans, qui a mal au ventre. Très mal au ventre. Son visage est crispé. Elle reste allongée sur le brancard en chien de fusil. Elle décrit une douleur à 8 sur 10 sur le VA. Clara, en l'examinant, a un doute sur une défense. Est-ce une appendicite ? Clara a appelé le chirurgien pour avis, mais en attendant, Léa a toujours mal. Et Clara ne sait pas quoi faire. Si je prescris un antalgique, est-ce que cela ne va pas masquer les signes ? Si Léa est soulagée quand il arrive, le chirurgien pourra-t-il faire son diagnostic ? Cela fait 3 fois que l'infirmière vient me voir pour me demander de prescrire quelque chose. Oui, mais quoi ? Appelle Elisabeth Fournier-Charrière, une spécialiste de la douleur de l'enfant. Cela pourrait t'aider, non ? Ah, d'accord. Bonjour Elisabeth, je fais quoi alors ? Oui, bonjour Clara. Bon, aujourd'hui, on sait que pour toutes les situations médicales ou traumatiques, on peut mener parallèlement le traitement de la douleur et le traitement de la maladie, voire même avant le traitement de la maladie, la conduite diagnostique. On peut commencer déjà le traitement de la douleur. Mais il reste une espèce de dernier bastion inattaquable qui serait la douleur abdominale aiguë, où là, vraiment, tout le monde dit « Oh là là, il ne faudrait pas faire d'antalgique parce que cela va masquer le diagnostic ». Alors, depuis pas mal d'années, il y a eu des études sur ça. Toutes arrivent à la même conclusion. Voilà, ça veut dire que si on fait de la morphine 0,1 mg/kg contre placebo ou un autre morphinique puissant, le résultat escompté est là, c'est en général il y a une baisse du score de douleur de -2, voilà, donc l'enfant se sent mieux, et il n'y a pas de danger parce qu'il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'erreur diagnostique, plus dans un groupe que dans l'autre, il n'y a pas plus de retard au diagnostic d'appendicite dans un groupe que dans l'autre. Il n'y a pas plus d'enfants opérés à tort dans un groupe que dans l'autre. Donc oui, Clara, tu peux. Je te propose de lui faire soit de la morphine intraveineuse, soit, puisque en France, souvent, la première étape, c'est de faire de la nalbuphine intraveineuse. Et puis on verra ensuite si ça lui suffit ou non. Tu es sûre que le chirurgien va être d'accord avec ça ? Écoute, normalement, le chirurgien sera d'accord avec ça. Tu sais, maintenant, c'est les recommandations. C'est d'ailleurs dans les recommandations HAS 2016. Et en plus, il pourra mieux examiner l'enfant qui ne se débattra pas. Une dernière question. Si c'était la même situation, une patiente avec une douleur abdominale intense, mais que je n'avais rien à l'examen clinique, si son ventre était parfaitement souple, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, ce patient aux urgences, il n'a probablement pas un abdomen chirurgical, mais il a très mal. Il est crispé, il est replié sur lui-même, vraiment pas bien. Là, je crois que c'est tout à fait licite de chercher à le soulager. De manière générale, c'est recommandable aux urgences de chercher à soulager le patient. Après ça, tu vas réévaluer, tu vas voir, le diagnostic va se préciser et tu vas pouvoir mieux orienter la prise en charge de ce patient. Et voici Stéphanie. Stéphanie est infirmière aux urgences. Stéphanie est très investie dans la prise en charge de la douleur. Elle va au congrès Pédiadol tous les ans. Plénière et atelier. C'est vous dire si elle en sait des choses. C'est elle qui était venue voir Clara 3 fois la dernière fois. Les patients, elle les écoute, les évalue. Elle souffle même ce qu'il faut prescrire aux internes. Mais là, elle est un peu embêtée. Ben oui, car Solène, l'ado qu'elle vient d'installer dans le box, elle ne sait pas trop quoi en penser. Elle est venue pour douleur abdominale, elle s'est auto-évaluée à 9 sur 10. Oui, mais Solène n'a pas du tout l'air d'avoir mal. Elle regarde son portable, écoute de la musique, souriante, détendue. Et si je lui faisais une évandole pour voir ? Son évaluation ne m'a pas l'air très fiable. Elisabeth, tu es là ? Est-ce que je peux confirmer l'évaluation de Solène avec une échelle d'hétéroévaluation ? Alors, question difficile et très souvent posée. Une échelle comportementale, elle enregistre le comportement de douleur. Donc une échelle comme évandole, elle enregistre la façon dont l'enfant pleure, la grimace de douleur, l'agitation, les raideurs, les crispations, les attitudes antalgiques, l'immobilité, et puis la perturbation de la relation avec l'environnement, la prostration éventuelle. Donc le score évandole, il reflète le comportement de douleur. Il a été validé chez l'enfant jusque vers 7-8 ans. D'accord ? Ensuite, en grandissant, on apprend à masquer aussi ce qu'on éprouve. On apprend à avoir l'air bien alors qu'on ne l'est pas forcément. Donc, dans la situation dont tu me parles,
Evandol va confirmer ce que tu observes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comportement de douleur ou très peu. Et donc, je ne prendrai pas le problème de ce côté-là, parce que ça a l'air de vouloir mettre en doute la parole de l'enfant. Alors, ne mettons pas toujours en doute leur parole, mais essayons de comprendre. Peut-être qu'avec ce chiffre, il veut te faire comprendre autre chose que de la douleur physique. Et on fait quoi pour la soulager, là? Tu es devant une jeune fille qui probablement a plutôt une douleur sans support organique, comme on dit fonctionnel. Ce n'est pas sûr encore. Il faut bien un examen clinique bien soigneux, comme on dit, et puis peut-être quelques examens complémentaires, voir un peu l'évolution. Bon. Dès les urgences, il me semble important de considérer tous les aspects et de parler aussi du rôle peut-être de l'anxiété. Alors on parle de stress très facilement aujourd'hui. Tout le monde a déjà eu mal au ventre à cause d'un stress. Donc on peut dédramatiser, on peut rassurer. Et puis surtout ne pas critiquer. Ça, c'est important, ne pas lui dire qu'elle a tort de dire ceci ou cela. On peut passer un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec la jeune fille. Et puis ensuite, eh bien, si c'est possible, plutôt proposer une séance de respiration. S'il y a quelqu'un de formé à la relaxation, apprendre à respirer avec le ventre, apprendre à se détendre un petit peu. Si quelqu'un est formé à l'hypnose, ben, c'est le moment de proposer une séance aux urgences. Ensuite, est-ce qu'il faut des antalgiques? Ben, là, en tout cas, je ne monterai pas dans les morphiniques. Essayez d'éviter les morphiniques, parce que si elle revient, on ne voudrait pas qu'il se développe une espèce d'appétence, par exemple, pour la nalbuphine. Mais si ça a été fait 1 ou 2 fois aux urgences, c'est absolument pas critiquable. On essaye de soulager le patient quand il vient aux urgences. Et si on faisait un placebo? Oui, beaucoup de personnes ont fait des placebos dans ces situations-là. Il y a un certain nombre de jeunes qui vont être soulagés. Une fausse idée très courante, c'est que ça pourrait permettre de discriminer entre douleurs d'origine organique et douleurs d'origine psychogène, fonctionnelle. Pas du tout. La douleur organique est soulagée aussi par le placebo, à peu près dans la moitié des cas. Donc, ça ne permet pas de discriminer. Par contre, cela risque de discréditer la plainte. C'est-à-dire, on dit, oh, bah, celle-là, c'est soit une simulatrice, soit une hystérique, enfin voilà. Et on ne s'occupe plus vraiment de la situation. De plus, un placebo n'est pas reproductible et donc ce n'est pas vraiment fiable. Et puis, c'est tromper le patient. Donc, à un moment ou à un autre, il va se rendre compte qu'on s'est moqué de lui. Quittons les urgences pour le service de gastro-entérologie. Bah oui, le thème, c'est la douleur abdominale. Thomas, 12 ans, est hospitalisé pour bilan. Cela fait plusieurs fois qu'il a régulièrement des douleurs abdominales intenses. Il est allé plusieurs fois aux urgences. Non, il n'a pas vu Clara, qui évite soigneusement les douleurs abdominales maintenant. Bref. Comme on ne savait pas ce que Thomas avait, il a été hospitalisé en gastro. Le hic, c'est que malgré le bilan, on ne sait toujours pas. Rien qui explique ses douleurs, malgré tous les examens. Et au staff, tout le monde se pose des questions. C'est quoi ces douleurs? Si on n'a rien trouvé, c'est que c'est psy? Ah, voilà la formulation qui, pour moi, est à éviter. Ce sont des phrases à éviter, c'est psy, c'est dans la tête, ça condamne l'enfant, ça le catégorise, quelque part ça le méprise un petit peu, comme si on n'avait pas tous déjà eu des douleurs liées aux émotions. Mais ça fait rien, on dit c'est psy et puis on le rejette. La douleur, c'est dans le corps, ça veut dire que c'est vécu dans le corps. Mais bien sûr, il y a énormément de liens entre les émotions, les pensées et la douleur. Psy? Fonctionnel? Psychosomatique? C'est la même chose? Alors moi, j'emploierais plutôt le terme de douleur médicalement inexpliquée ou mal expliquée. Maintenant, pour les spécialistes de la psyché, il va y avoir certainement une distinction entre douleur psychogène, psychosomatique, somatisation, etc., douleur fonctionnelle. Bon, c'est peut-être des distinctions de spécialistes, mais pour nous, médecins de première ligne ou deuxième ligne, je crois qu'il ne faut pas s'embarquer dans toutes ces nuances et choisir un mot que les patients comprennent. Ils comprennent souvent fonctionnel, ou ils comprennent que l'enfant somatise, ou que le corps s'exprime, ou que la médecine n'explique pas tout. Et comment on peut l'aider, Thomas? Parce qu'il a vraiment mal, non? Tu me dis qu'il y a eu beaucoup d'examens réalisés, mais est-ce qu'on a commencé à s'occuper un petit peu de qui est Thomas? Est-ce que c'est un garçon qui a des soucis dans la vie? Est-ce qu'il y a de la détresse? Est-ce qu'il y a des conflits? Il faut essayer de mener de front l'investigation somatique et l'investigation
psychosomatique pour essayer de voir quels sont les conflits, les soucis, les difficultés que peut affronter ce jeune homme au quotidien. À un moment, il y aura sans doute besoin du psychologue, mais l'important, c'est de ne pas le présenter comme le sauveur une fois que toutes les pathologies les plus rares et exceptionnelles auront été éliminées. L'important, c'est de l'amener progressivement au fur et à mesure qu'on avance des jours d'hospitalisation ou des consultations successives. Alors récemment, la Cochrane Collaboration a produit 3 articles de synthèse pour les douleurs abdominales récurrentes fonctionnelles, un concernant les médicaments, d'autres concernant les régimes et les probiotiques, 3 concernant toutes les thérapeutiques psychologiques et psychocorporelles. Alors, quelles sont les conclusions? Au niveau médicaments, il n'y a pas grand-chose de prouvé. Concernant les régimes, en général, les familles en ont déjà testé plusieurs, puisque c'est très à la mode, sans lait, sans gluten, et maintenant pauvre en oligosaccharides, le fameux régime FODMAP. Il y a 1 ou 2 études qui montrent une tendance à l'amélioration, donc ce régime est parfois conseillé par les gastro-entérologues, mais il est quand même très difficile à suivre parce qu'il exclut beaucoup d'aliments. Concernant les probiotiques, on commence à avoir plus d'une dizaine d'études qui montrent une tendance à l'amélioration de la douleur, mais à court terme, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas des études à long terme. On en arrive aux thérapies plus psychologiques ou psychocorporelles, psychothérapeutiques. Là, on dispose d'une vingtaine d'études. Plusieurs concernent des thérapies cognitivo-comportementales qui sont très utilisées aux États-Unis et entraînent en général un effet favorable modéré. Et puis, on a des études sur l'hypnose qui semblent être la thérapeutique la plus efficace dans ces situations-là. Donc, évidemment, c'est une hypnothérapie réalisée par un psychothérapeute. Et en pratique? Je crois qu'il y a une première chose, c'est de savoir arrêter les investigations. Après ça, on va suivre l'affaire. S'il y a d'autres symptômes, peut-être il y aura d'autres investigations. Mais pour l'instant, au point où vous en êtes, je crois qu'il faut clairement le dire à la famille, c'est important. Je pense que ce serait bien de terminer l'hospitalisation avec un entretien des parents, du jeune et bien sûr du médecin somaticien de l'équipe, mais également du psychologue ou du pédopsychiatre qui l'a rencontré, tu m'as dit. Comme ça, les parents verront que c'est une prise en charge globale, qu'il y a plusieurs pistes et qu'on ne néglige rien. Merci Elisabeth. Merci. Merci. Voilà où on en est dans cette problématique des douleurs abdominales. C'est complexe. On n'a pas encore tout compris, mais on a déjà quelques pistes.